Salut à tous! Si tu es débutant en japonais ou que tu voudrais apprendre cette langue, alors aujourd'hui je vais partager avec toi 10 conseils qui correspondent à 10 erreurs que font très souvent les débutants, et parfois même des gens qui sont plus débutants en japonais. Pour chacun de ces 10 conseils, j'ai fait des vidéos beaucoup plus détaillées pour t'expliquer exactement le problème et qu'est-ce que tu peux faire pour corriger tes erreurs. Ok, c'est parti! Le premier conseil que je vais te donner, c'est d'arrêter les romaji. N'écris pas en romaji, ne lis pas des contenus en romaji. Ça a l'air bien pratique comme ça, on se dit finalement pourquoi pas les débutants utiliser cet alphabet-là. Là où c'est vraiment une grosse erreur, c'est que tu vas devoir lire plein de kana, plein de kanji pour pouvoir apprendre le japonais véritablement. Donc en fait, si tu utilises le romaji au début, tu vas juste retarder le fait d'apprendre tes kana, le fait de commencer à lire et t'habituer à lire avec tes kana. Donc c'est juste une perte de temps en fait d'utiliser ces romaji. Mon conseil c'est vraiment, dès le début, n'utilise pas les romaji, apprends les kana et ensuite tu vois tout en kana et puis en kanji au fur et à mesure. Utiliser les romaji, ça peut aussi te donner des mauvaises habitudes par rapport à la prononciation de la langue. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te réfère à la vidéo en description. Et le deuxième conseil, c'est par rapport aux kanji. Les kanji, c'est vraiment quelque chose qui fait très peur aux débutants. Ils sont vraiment là à dire comment je vais faire pour apprendre des milliers de caractères, c'est impossible, ça va me prendre des années. Le problème, c'est que les kanji, c'est juste incontournable. C'est pas juste une histoire de pouvoir lire la langue, ça va beaucoup plus loin d'après moi. Les kanji, c'est une partie essentielle de la langue japonaise. Pour la compréhension du japonais, il faut vraiment que tu aies intégré les kanji et leur signification en particulier. J'ai fait des vidéos beaucoup plus détaillées là-dessus sur pourquoi les kanji sont vraiment importants et ensuite comment les apprendre, parce que c'est beaucoup un problème de méthode en fait. Si tu as la mauvaise méthode, les kanji ça va être juste un cauchemar. Et honnêtement pour moi, avec les bonnes techniques, c'est pas du tout le truc le plus difficile à apprendre en japonais. Et on continue avec un troisième point qui va être cette fois-ci lié à la grammaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est très différente de la grammaire française. Et c'est pas étonnant parce que le japonais lui-même est une langue qui est très différente du français. Le problème qu'on va voir en particulier chez les Français ou les Occidentaux qui essayent d'apprendre le japonais, c'est qu'ils essayent d'apprendre la grammaire comme si c'était une grammaire occidentale, française, anglaise. Ils essayent d'appliquer la même logique, alors qu'en fait, il faut vraiment faire rentrer dans sa tête que c'est pas du tout construit de la même manière en japonais. Un exemple qui est peut-être emblématique de cette différence de façon d'envisager la grammaire, c'est une construction comme sushi ga suki. J'aime les sushis, on traduira en français. Là, le problème, c'est que ga, c'est le sujet grammatical. Or, quand on traduit en français, le sushi, c'est juste le complément d'objet. C'est moi, le sujet, qui aime le sushi. Il y a vraiment une inversion par rapport à la logique en français. Et ça, si vous essayez à chaque fois d'utiliser une traduction et de mémoriser comme une exception, en fait, ce genre de construction-là, vous allez juste pas comprendre la façon dont ça fonctionne en japonais. Donc il faut s'efforcer de pas trop traduire les choses en français. Heureusement, c'est des choses qu'on finit par acquérir, mais à mon avis pas trop avec des manuels de langue, des manuels de grammaire, mais plutôt grâce à l'immersion dans des contenus. C'est seulement là qu'on intègre vraiment cette logique-là et qu'on arrive à la comprendre d'une façon beaucoup plus intuitive. Passons maintenant au quatrième point, on va parler maintenant d'outils. Et je voudrais parler de Anki. Pour moi, c'est probablement l'outil le plus utile, qui m'a été le plus utile dans tout mon apprentissage du japonais. C'est un outil qui est extrêmement puissant parce qu'il va vous permettre d'apprendre des expressions, des mots, des kanji, en fait n'importe quoi. Vous pouvez le mémoriser beaucoup plus facilement grâce à Anki. Maintenant, cela étant dit, Anki, c'est un logiciel qui est assez compliqué à utiliser, qui est assez difficile à utiliser. Il y a pas mal de pièges dans l'utilisation qui font que beaucoup de gens perdent énormément de temps en fait avec Anki. Et je pense que c'est important d'investir du temps au début pour comprendre comment ça fonctionne, comment bien l'utiliser, parce qu'ensuite cet outil-là, il va vous servir pendant des années d'apprentissage et va vraiment vous faire gagner énormément de temps dans votre apprentissage. Si vous êtes complètement nouveau et que vous connaissez pas Anki, pas de panique, je vous ai mis des liens dans la description pour bien commencer et voir quels sont les pièges qu'il faut éviter. Cinquième point de ces conseils, c'est le fait de ne pas se reposer trop sur des applications, et notamment des applications comme Duolingo. C'est très tentant de se dire, bon bah je vais prendre Duolingo, je vais faire 5 minutes, 10 minutes tous les jours, et puis voilà, j'aurai fait mon apprentissage du japonais, j'aurai progressé en japonais. Duolingo, je veux pas dire que c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter, parce que c'est un outil qui peut être très intéressant, qui peut être très ludique et marrant pour apprendre une langue.
Le problème, c'est que c'est absolument pas suffisant. Si vous espérez comprendre un jour le japonais, il y a de nombreux défauts dans Duolingo, dans le vocabulaire qui est utilisé, dans l'enregistrement qui est pas de très bonne qualité, les constructions des phrases avec parfois des phrases sans queue ni tête. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup trop limité pour être la seule ressource que vous utilisez en japonais. Donc si vous appréciez Duolingo, si c'est quelque chose qui vous motive, n'arrêtez pas de l'utiliser, continuez de l'utiliser, mais pensez-le seulement comme un outil en plus d'autres ressources. Et ça tombe très bien parce que le 6e point, il va être question justement de ressources. Beaucoup de débutants passent énormément de temps sur des manuels de langue à apprendre la grammaire, des mots de vocabulaire ou sur des applications comme Duolingo. Malheureusement, ils se mettent pas au contact de la langue telle qu'elle est vraiment parlée par les Japonais ou telle qu'elle est vraiment écrite. Il s'agit pas d'aller dans le pays pour s'immerger dans la langue physiquement, mais de s'immerger en quelque sorte virtuellement en s'entourant de contenu. Ça peut être regarder des vidéos sur YouTube ou sur TikTok en japonais, ça peut être lire des mangas, des light novels, tout ce que vous voulez à partir du moment où c'est en japonais. Utiliser des contenus pour les natifs, c'est aussi la meilleure manière d'apprendre du nouveau vocabulaire, d'apprendre des nouvelles façons de parler, de nouvelles expressions. En fait, la grosse différence, c'est que quand vous utilisez un manuel de langue, vous êtes en train d'apprendre le japonais comme si c'était une discipline à l'école. Alors que quand vous commencez à consommer des contenus en japonais, quand vous regardez une série en japonais, vous êtes vraiment en train de vivre la langue. Vous commencez en fait à l'utiliser, même si vous parlez pas encore, vous utilisez la langue japonaise. Et le meilleur moyen de rester motivé sur une longue durée, de continuer à progresser, c'est justement d'avoir intégré la langue dans vos habitudes, dans votre quotidien. Vous pouvez commencer déjà à re-regarder des contenus que vous connaissez déjà, donc vous allez, avec le contexte, avec les images par exemple, comprendre déjà une bonne partie de ce qui se dit, même si c'est quelque chose qui peut paraître un peu magique, et très honnêtement, moi au début, quand j'ai lu des choses sur l'immersion, j'étais pas très convaincu, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que ça marche vraiment ? Et le fait est que ça marche vraiment, une fois que vous habituez votre cerveau à consommer ces contenus-là dans une langue étrangère, eh bien il fait le travail en fait naturellement d'intégrer cette langue, d'acquérir la langue de façon presque inconsciente. Donc commencez vraiment à vous mettre à l'immersion dès que vous le pouvez, avec des contenus qui sont susceptibles de vous plaire. Il ne s'agit pas de lire n'importe quoi, mais de trouver quelque chose qui vous intéresse vraiment, sur un sujet qui vous intéresse. Et je vous assure que ça va énormément vous aider à progresser. Et je continue encore un peu sur des ressources avec le 7e point, mais on va parler de lecture. Parce que là, j'ai beaucoup fait l'éloge de on va regarder des animés, des dramas, et puis il y a le contexte, donc c'est facile pour comprendre parce qu'il y a les images. Si vous voulez progresser, il faut aussi intégrer de la lecture. Ça va énormément vous aider. Une raison très très simple à ça, c'est que quand vous lisez, vous allez à votre rythme. Vous pouvez vous arrêter sur ce que vous comprenez pas. Vous avez même juste le temps de réfléchir. Comment la phrase elle est construite, qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça change tout en fait, en termes de compréhension. Notamment là où ça a été très utile pour moi, c'est pour arriver à me familiariser avec les structures de phrases japonaises, avec la grammaire japonaise. Et en plus, il existe des ressources qui sont complètement adaptées pour les débutants ou les intermédiaires, avec lesquels vous pouvez commencer tout doucement à lire des contenus en japonais. Entre autres, je peux vous recommander Satori Reader, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai un lien dans la description. Le 8e conseil, c'est de ne pas sous-estimer la prononciation du japonais. Simplement parce qu'on a trop tendance à dire la prononciation du japonais, c'est relativement facile. Les sons du japonais, c'est les mêmes sons qu'on a en français déjà, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Et je pense qu'en disant ça, on se tire un peu une balle dans le pied, parce que même si c'est sûr que la prononciation du japonais est plus facile pour un français, il y a des petites différences qu'un natif va tout de suite entendre, il va tout de suite se rendre compte que vous avez un accent étranger. Vous n'avez pas besoin de travailler à fond la prononciation, et il y a des gens qui vont vraiment à l'extrême sur ces sujets-là. Je pense pas que ça soit forcément une bonne idée ou un bon investissement de votre temps. Par contre, je pense que c'est très 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 utile de prendre un peu de temps pour comprendre les bases de la prononciation japonaise et les différences qu'il peut y avoir avec le français. Un des points qui est peut-être le plus méconnu par rapport à la prononciation du japonais en général, c'est le système d'intonation en japonais, la manière dont l'intonation change en fonction des mots et avec un ensemble de règles qui s'appliquent. Et c'est important parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, qui n'est pas naturel quand on écoute la langue. On va pas naturellement avoir cette bonne intonation si on ne connaît pas un petit peu la théorie qu'il y a derrière. Si ce sujet vous intéresse, je mets en description un lien vers une vidéo dans laquelle j'approfondirai un peu plus ces concepts-là. 9e conseil, c'est d'apprendre le langage corporel. Dans la langue, il n'y a pas que l'oral, l'écrit, il y a aussi la manière dont on se comporte physiquement avec les personnes avec qui on parle. Ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est qu'il peut y avoir des grosses différences dans le langage corporel japonais. Ça peut être dans la distanciation sociale, dans les gestes, aussi dans le regard, la manière de regarder ou pas l'interlocuteur. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé quand je voyageais au Japon.
j'essayais de demander des conseils ou des recommandations à des gens en les abordant dans la rue, et la plupart du temps les gens m'ignoraient complètement. Alors que pourtant je commençais à avoir un petit niveau de japonais, bon, je m'adressais avec un accent qui était pas trop mal. En réalité, j'ai compris que le problème venait de mon attitude, de la manière dont j'approchais les gens, les gestes que je faisais. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à corriger assez rapidement en fait, en prenant conscience de ces différences-là. Et après cela, quand j'ai demandé des choses à des personnes dans la rue, en général, la plupart du temps, j'avais des réponses positives, les gens étaient prêts à m'écouter et répondaient à mes questions. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée là-dessus pour vous expliquer les gestes les plus importants, les différences les plus importantes par rapport au langage corporel des Français. Et on arrive au dernier conseil de cette vidéo, ne sois pas si pressé d'apprendre le japonais. Alors bien sûr, je vous comprends, vous êtes super excité à l'idée de pouvoir regarder par exemple des animés en VO et de tout comprendre, c'est super. Le truc c'est que apprendre le japonais c'est pas quelque chose de facile du tout, c'est quelque chose qui prend du temps. Ce qu'il faut que vous réalisiez c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. Les gens qui vous vendent du rêve en vous disant avec ma méthode en 3 mois tu seras bilingue ou même en 1 an, faut pas les croire, ça n'existe pas, simplement il y a tellement de différences entre le français et le japonais, c'est très naturel que c'est quelque chose qui prenne du temps à acquérir, quelle que soit la méthode que vous utilisez. Je pense qu'il est important de savourer en fait cette aventure, ce cheminement qu'est l'apprentissage, au-delà simplement du but final de ah oui, dans X mois, X années, je serai capable de parler couramment la langue. C'est un petit peu cliché ce que je dis là, parce que c'est quelque chose qu'on répète souvent en disant ouais l'important c'est le chemin, mais c'est vrai. Ce qui fait la différence entre les personnes qui commencent à apprendre le japonais puis ils s'arrêtent très vite au niveau débutant et les personnes qui continuent jusqu'à un niveau intermédiaire ou avancé, c'est vraiment cette capacité à continuer à être motivé dans le temps, parce que vous aimez apprendre la langue, parce que vous appréciez le fait de découvrir des nouvelles choses tous les jours sur cette langue, sur cette culture. Donc surtout ne partez pas dans la perspective de faire un sprint, au contraire c'est plutôt quelque chose qui va prendre du temps et qui va prendre en fait de la place dans votre vie et ça va vous apporter des choses simplement de découvrir cette différence, découvrir cette culture qui est complètement différente. Donc vraiment savourez chacun de ces moments-là, savourez chacune des découvertes que vous faites quand vous apprenez la langue, croyez-moi ça en vaut vraiment la peine. Et voilà, on a fini avec ces 10 conseils pour les débutants en japonais. J'espère que ça va vous aider dans votre apprentissage. N'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont les conseils qui étaient importants pour vous et peut-être à suggérer d'autres conseils si vous êtes déjà par exemple intermédiaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux débutants dans cette langue ? Sur cette chaîne, je propose beaucoup de contenu et notamment pour les personnes qui sont déjà à un niveau intermédiaire, mais même si vous débutez, n'hésitez pas à aller jeter un œil à mes autres vidéos, je pense que ça pourra vous aider à progresser. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu et je vous dis mata kondo.